Bonjour à tous, merci d'être donc présent pour ce webinaire. Donc là, on a un chapitre qui va traiter des attentes du propriétaire. Donc, nous, on a remarqué que c'était souvent un sujet qui était pas suffisamment traité. Et donc, l'objectif là, c'est d'aller d'ensemble de pouvoir approfondir le sujet pour bien définir vos attentes, ce qui est pour nous primordial en tout cas pour réussir la vente. Donc, il faut savoir qu'on va aborder dans une première partie la notion de prix de vente, mais vous allez avoir deux autres parties qui vont traiter des délais et vous verrez qu'il y a d'autres critères à envisager autres que le prix de vente et les délais. Donc là, en tout cas pour la partie prix de vente, il faut savoir que vous allez pas forcément être dans la même situation lorsque vous vendez un bien immobilier. Soit vous déménagez, c'est parce que vous souhaitez déménager, donc vous souhaitez vendre votre bien immobilier pour en acheter un nouveau. Soit vous êtes dans une situation autre qui peut être une situation de divorce, vous avez hérité d'un bien immobilier, et donc en fonction de la situation, vous n'avez pas les mêmes contraintes. C'est pour ça que c'est important de bien définir vos attentes et que c'est réellement un travail sur mesure. Il n'y a pas d'attente standard, c'est vraiment propre à chacun. Et vous verrez que ça va changer en termes de prix, en termes de délai et sur les autres critères que l'on va pouvoir aborder. Alors concernant Tipstone, donc pour présenter rapidement l'entreprise, il faut savoir que on est spécialisé en transactions immobilières. Aujourd'hui, on est issu de deux cultures, donc une grosse expérience dans le monde de l'entreprise à très haut niveau et une expérience en investissement direct dans l'immobilier. On a retiré les meilleures pratiques pour en tout cas vous accompagner dans la vente de votre bien immobilier. Moi, je suis Florent Moulin. J'ai notamment une expérience dans des réseaux internationaux comme Keller Williams et Coldwell Banker. Et du coup, mon objectif, c'est de mettre à profit mon expérience pour vous accompagner dans la vente de votre bien immobilier. Donc là, l'objectif de ce premier webinaire, c'est de vous présenter les conseils et recommandations afin de mieux définir vos attentes, en tout cas dans le cas d'une vente immobilière. Et je vais passer la parole à notre spécialiste en valorisation immobilière pour vous présenter les différents sujets. Merci Florent. Donc effectivement, le but, c'est de faire un cas d'école et d'illustrer au mieux de ce qu'on fait au quotidien lorsqu'on échange avec les propriétaires. On a une trame qui est basée en fait sur trois parties. La première, c'est d'aborder la problématique du prix de vente. Le deuxième point, d'aborder les délais de vente. Et une troisième partie abordera d'autres critères qui sont également tout à fait importants à regarder. Dans le cadre de ce webinaire, dans le cadre de ce premier webinaire, en fait, on ne traite que de la partie prix de vente. Et à travers notamment la trame suivante, qui est en fait les points importants à avoir en tête lorsque vous essayez de définir le prix de vente. Donc, quels sont ces points? Le premier, c'est de définir un prix de vente cohérent avec le marché de l'immobilier. Le deuxième point, c'est d'établir une valorisation rigoureuse du bien. Le troisième, c'est d'identifier la différence entre la valeur du bien d'un côté et la valeur perçue par le marché. Et on va voir que ce n'est pas la même. Le quatrième point, c'est dans la mesure du possible de rechercher, au-delà de la valeur du bien, un complément de prix. On va voir que c'est possible. Bien identifier que, au final, il ne faut pas définir un prix de vente, mais 3 prix de vente, et notamment un prix de réserve. Et dernier point, de bien comprendre la différence entre le prix net vendeur et le prix FAI, le prix net vendeur étant
le montant qui revient finalement au vendeur, le prix est failli étant le prix de vente. Donc, si on était dans le cadre de conseil à un propriétaire qui avait un bien immobilier à vendre, que ce soit appartement ou maison, en fait l'approche est la même. Le premier point, c'est de définir un prix de vente cohérent avec le marché de l'immobilier. Pour illustrer le propos, on a établi un petit diagramme qui permet de voir un petit peu la problématique. La problématique, en fait, c'est la courbe rouge qui définit en fait les délais de vente en fonction du prix. Donc sur l'axe horizontal, on a les délais de commercialisation avec un point à 3 mois qui est, on va dire, le délai moyen de commercialisation d'une vente. Et sur leurs données, le prix de vente. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que un prix trop élevé, qui est hors marché, le marché c'est en fait toute la partie en bleu, ne se vend pas. Ça veut dire que le marché n'est pas dupe et il est illusoire de faire croire à un propriétaire qu'on va pouvoir vendre son bien à un prix déraisonnable. Ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, à l'inverse, il ne faut pas non plus être en dessous du marché. Parce que si on est en dessous du marché, effectivement, la vente peut se faire très vite, mais bien sûr au détriment d'une plus-value immobilière. Donc, le but, c'est sans doute d'être un petit peu dans cette courbure dans la partie haute du marché de l'immobilier. Donc ça, c'est le premier point important, c'est que si vous voulez vendre votre bien dans des délais raisonnables et optimiser le prix de vente, il faut être cohérent avec le marché. Et donc, ça nécessite de connaître le marché et également la valeur du bien. On passe donc à la deuxième partie qui consiste à établir une valorisation rigoureuse du bien. Comment fait-on pour définir la valeur d'un bien ? Alors, hélas, on n'est pas sur un marché de concurrence parfaite, puisque justement, le marché de l'immobilier se caractérise par le fait qu'on ne puisse pas déplacer un bien pour le vendre sur un marché plus favorable. Et donc, on est typiquement sur un marché qui n'est pas parfait, puisqu'il n'y a pas de biens identiques, il n'y a qu'un seul vendeur, il y a un nombre limité d'acquéreurs et souvent une information partielle. Et donc, on est vraiment à l'opposé d'une concurrence parfaite, là où la définition du prix est beaucoup plus accessible. Donc, on a en tête que dans le marché de l'immobilier, on est sur du sur-mesure. Voilà, on est sur de l'artisanat lorsqu'on essaye de définir la valeur d'un bien. Alors, on n'est quand même pas perdu, puisqu'il y a des pratiques qui sont maintenant très largement établies, qui sont reprises dans la charte de l'expertise immobilière, qui définit en fait les différentes méthodes de valorisation. Dans tous les cas, une valorisation sérieuse ne pourra se faire sans une analyse préalable de qualité, à savoir une analyse fine du bien, tant au niveau du plan, d'intervention de spécialistes, d'un collecte exhaustif de documents, etc. D'une analyse en détail du marché de l'immobilier, et notamment à travers les ventes récentes, mais également sans oublier l'analyse de l'environnement de la vente. Et là, on parle de quoi ? De la fiscalité, du marché du financement, etc. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que l'un des points que le propriétaire doit avoir en tête, c'est qu'il doit pouvoir, à un moment ou à un autre du process, de disposer d'un avis de valeur étayé et argumenté. Pour nous, c'est un document qui fait au minimum une quinzaine de pages, parce que la valeur doit être démontrée. Après une valorisation rigoureuse, on aborde le troisième point qui nous semble absolument essentiel,
c'est de comprendre la différence entre la notion de valeur du bien et la notion de valeur perçue, et notamment la valeur perçue par le marché. Et en fait, ce sont deux notions différentes. Le petit schéma qui présente à gauche, en fait, le bien immobilier, et à droite, le marché, eh bien, on s'aperçoit que la taille de la maison se réduit parce que, dans beaucoup de cas, la valeur perçue par les acquéreurs est réduite par rapport à la réalité du bien. Sachant que, en fait, il y a deux étapes. Il y a une première étape qui est une problématique de valorisation du bien, et quand elle est pas bien faite, et bien souvent, la valorisation est partielle, et donc on est sur une sous-évaluation. Et puis après, on a comment on fait pour que le marché ait la valeur perçue la plus optimale possible. Eh bien, il faut aborder deux notions qui nous semblent importantes, à savoir limiter les incertitudes et maximiser la perception psychologique. Limiter les incertitudes, c'est quoi? C'est vous visitez un bien, vous voyez une fissure, est-ce que la fissure touche uniquement la peinture ou est-ce qu'elle touche le bâti? C'est pas la même chose. Et donc, il est essentiel que, à travers le dossier préparatoire, on apporte, le propriétaire et ses conseils apportent à l'acquéreur potentiel toutes les garanties nécessaires pour limiter les incertitudes, parce que derrière une incertitude, il y aura un risque, et on sait que derrière un risque, eh bien, l'acquéreur va vouloir se protéger, et il va se protéger en baissant son prix. Le deuxième point, c'est maximiser la perception psychologique. Et là, l'idée, c'est de pouvoir présenter le bien dans toute sa splendeur. Et là, on fait référence typiquement à du homestaging, que ce soit du homestaging physique ou digital, voire des visites 3D. Voilà. Donc là, le message, c'est d'identifier qu'il y a une différence entre la valeur d'un bien d'un côté et ce qu'en perçoit le marché de l'autre côté. Quatrième conseil, quatrième point qu'on aborde avec le propriétaire, c'est de ne pas oublier, au-delà de la valeur du bien, d'essayer de rechercher un complément de prix. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion? En fait, on s'aperçoit qu'il est très fréquent de constater que le prix de vente est différent de la valeur normale. Alors là, on l'a appelé valeur normale, on pourrait appeler valeur vénale ou valeur de marché. En fait, dans un certain nombre de cas, le prix de vente final est soit inférieur à cette valeur normale, soit supérieur. Elle est inférieure lorsque on a une nécessité, et notamment en termes de délai, lorsqu'on doit vendre vite, on doit parfois accepter de vendre moins cher, et dans ce cas-là, on est sur une décote. Mais inversement, on peut aussi aller chercher ce qu'on appelle un prix de convenance. Ça fait référence à des attendus particuliers des acquéreurs qui, pour des raisons qui leur sont propres, sont prêts à payer plus cher. Alors ça fait référence à une localisation particulière liée à une école, par rapport à une qualité architecturale, par rapport à une proximité, j'en sais rien, d'une forêt, d'amis, etc. Et donc, dans la démarche, on verra qu'il est tout à fait possible d'essayer d'aller chercher un complément de prix. Une petite synthèse de notre approche méthodologique où on rappelle que pour nous, pour définir un prix de vente, il faut aborder deux notions. La première, c'est la valeur perçue du bien, et deux, le complément de prix. Et on a en dessous là les différents sujets qu'il faut aborder. Juste pour information, en termes de complément de prix, l'un des points importants, c'est notamment de mettre en fait les acquéreurs en concurrence. C'est souvent tout à fait utile pour obtenir le meilleur prix de son bien.
5e point. Là, on a défini, on a parlé de prix de vente. Bon. Juste une question. Oui. Sur le point précédent, rechercher un complément de prix. Comment est-ce que vous faites pour mettre, ça faut expliquer à ceux qui nous écoutent, comment est-ce qu'on fait pour mettre les acquéreurs en concurrence? Comment on fait pour mettre les acquéreurs en concurrence? Alors, ça c'est un point tout à fait éclairant et qui nous vient d'ailleurs du monde de l'entreprise. En fait, lorsque un actionnaire veut vendre son entreprise, les bonnes pratiques des cabinets de conseil consistent à, vous savez, établir ce qu'on appelle une data room et de faire venir tous les acquéreurs potentiels en même temps dans la data room, ou du moins la même semaine. Ce qui permet en fait de stimuler leur appétit et de leur montrer que ils sont pas les seuls et donc ils sont pas en position de force dans le cadre de négociations. Eh bien, ce qu'on a fait, c'est d'appliquer en fait cette logique au monde de l'immobilier à travers notamment ce qu'on appelle des portes ouvertes. Et donc, on organise dans le cadre de la phase de commercialisation une porte ouverte qui permet, pendant une période soit d'une demi-journée, soit d'une journée, de bien accueillir en fait les acquéreurs potentiels et de leur montrer que ils sont pas les seuls et c'est souvent tout à fait efficace. D'accord. Bon, c'est l'un des exemples. L'autre exemple qu'on pourrait mettre en avant, c'est de concentrer en fait les actions de communication et ne pas les étendre dans la durée. Voilà, il faut essayer d'accéder à l'ensemble des candidats cibles dans un délai réduit pour justement se donner la possibilité d'avoir plusieurs offres en même temps pour pouvoir les mettre en concurrence. Bon, après ça fait référence à des techniques de vente. Parfait. Donc, là, on parlait de prix de vente, mais en fait, le prix de vente dont on parlait, c'est ce qui est appelé ici le prix de vente souhaité. Mais hélas, il faut définir un deuxième prix qui est un prix de réserve, qui est en fait, selon l'appétence du marché, parfois, et la nécessité de vendre, parfois il est utile de définir un prix plancher parce que ça permet d'éviter une perte d'opportunité. Et donc, lorsqu'on aborde la problématique de prix de vente souhaité, on aborde tout de suite le prix de réserve. Donc ça, c'est important. Et puis, il y a une troisième notion qui est le prix de commercialisation. Alors là, c'est plus de la stratégie marketing qui, en fonction de l'activité du marché, permet de définir à quel niveau de prix on communique l'annonce. Dernier sujet important en termes de prix, bien comprendre la notion de prix net vendeur et de prix FAI. Alors là, quel est le sujet? On a rappelé en fait les tenants d'une vente, et notamment à gauche côté vendeur et à droite côté acquéreur. Alors si on a à gauche, au milieu, le prix de vente, on sait que pour l'acquéreur, lui, il devra compléter le prix de frais de notaire, en général 7-8%, mais également de frais liés à la garantie bancaire, le cas échéant. Et donc lui va payer un prix supérieur au prix de vente. Inversement, côté vendeur, il est important de comprendre qu'il ne va pas percevoir la totalité du prix, puisque il y a notamment les frais d'agence, tout le temps et l'énergie d'accompagnement qui viendra en déduction de la vente. Il devra également payer la quote-part de taxe foncière. Et donc, voilà un petit peu comment se passe la vente.
Et au-delà de ça, en fait, ce qu'on voulait indiquer, c'est que la profession utilise des termes spécifiques. Et notamment, le prix de vente, très souvent, en fait, fait référence au prix FAI. Et le prix FAI, c'est le prix frais d'agence inclus. Et le prix net vendeur, c'est le prix déduit, en fait, des frais d'agence. Voilà. Et alors, ça peut paraître anodin, mais quand on est dans du concret, et nous, on le vit très régulièrement, eh bien, lorsque le propriétaire confond le prix FAI et le prix net vendeur, lorsqu'il pense récupérer le prix FAI et finalement il s'aperçoit qu'il récupère le prix net vendeur, bon, il peut y avoir un peu d'étonnement, et donc c'est toujours très utile d'aborder ces questions très tôt dans les échanges. Peut-être un petit point technique, et de rappeler que si les frais d'agence qu'on voit ici à gauche du trait rouge sont à la charge du vendeur, classiquement, en fait, rien n'empêche que les frais d'agence soient à la charge de l'acquéreur. Voilà, alors c'est vrai que c'est assez peu pratiqué. Cela peut présenter dans certains cas un réel intérêt, notamment le premier intérêt, c'est qu'en fait le prix de vente affiché est plus faible, puisqu'en fait on a déduit les frais d'agence. Donc il peut y avoir un effet un peu psychologique. L'autre élément, c'est que comme les frais de notaire sont calculés sur la base des prix de vente, comme le prix de vente est plus faible, eh bien l'acquéreur fait une économie. Donc il y a réellement une économie pour l'acquéreur, donc ça peut tout à fait avoir un sens, sachant que, bon, il faut être lucide, ça ne change rien pour le vendeur et ça ne change pas grand-chose pour l'acquéreur. Donc c'est quand même très largement un point théorique. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur les premiers échanges qu'on a sur ces notions de prix avec un vendeur, avec un propriétaire qui souhaite vendre son bien immobilier. Je ne sais pas si le propos a été clair. Oui, c'était plutôt clair. D'ailleurs, je vais essayer de récapituler un peu ce que vous avez expliqué. Donc, si j'ai bien compris, il faut définir un prix de vente cohérent avec le marché de l'immobilier. Parce que si on est en dehors, soit on est impacté financièrement, soit on est impacté en termes de délai. On ne vend pas. Parfait. Deuxièmement, il est important du coup d'établir une valorisation rigoureuse du bien. J'ai bien compris qu'il fallait que ce soit détaillé et argumenté, de façon à pouvoir justifier la valeur. Oui, c'est une part importante et pour ne pas dire essentielle en fait du travail, parce que là il y a beaucoup d'heures à passer, mais comme c'est du sur-mesure, on est obligé de passer par là. Alors c'est clair que plus le bien est atypique et particulier, plus c'est long, mais dans tous les cas, faire une valorisation rigoureuse nécessite du temps et l'implication de spécialistes. Si je comprends bien, c'est que pour l'étape qui suit, où on nous explique qu'il y a une différence en fait entre la valeur du bien qui va être finalement cette valorisation de 15 pages et la valeur perçue par l'acquéreur. Donc plus la valorisation va être étayée et argumentée, plus on va pouvoir optimiser la perception de l'acquéreur. Vous avez tout compris. Voilà, l'objectif, c'est qu'en fait, il y ait le moins de différence possible entre la valeur du bien et la valeur perçue. Nous, on constate au quotidien qu'il y a une décote très significative et nous, on considère qu'il est essentiel de se battre pour la limiter le plus possible. Très bien. J'ai compris aussi qu'on pouvait aller rechercher un complément de prix.
pour vendre, je dirais, au-dessus de cette valeur perçue. Exactement. Là, on ne parle pas de complément de valeur, hein, c'est juste un complément de prix que l'acquéreur, pour des raisons qui lui sont propres, accepte de payer. Et on le voit tous les jours. Donc, on aurait tort de ne pas mettre en place des procédures pour rechercher des acquéreurs cibles capables de payer un complément de prix. Donc là, concrètement, c'est en fait, vous faites une découverte de l'acquéreur pour comprendre pourquoi est-ce qu'il veut acheter dans ce quartier, à cet endroit, ou quel est son projet global finalement. Parce qu'il faut tout à fait. En fait, alors c'est pas l'objet de ce webinaire, mais en fait, dans la partie de commercialisation, dans la partie stratégie de commercialisation, on voit que pour optimiser en fait le prix de vente, eh bien, il faut vendre à la bonne personne. Et la bonne personne, c'est l'acquéreur dont les besoins correspondent le plus au bien qu'il y a à vendre. Et donc, ça consiste à identifier un profil type ou des profils types, et ce qui permet notamment d'avoir une communication ciblée vis-à-vis de ces profils types. Et à travers ces profils types, on peut anticiper les compléments de valeur éventuels. C'est-à-dire, si c'est une famille, on peut chercher un complément de valeur au regard de la situation de l'école, par exemple. D'accord, ok, c'est bien compris. Et là, sur le concept des 3 prix de vente, donc j'ai compris qu'il fallait finalement définir 3 prix de vente et non un seul. Dont le prix de réserve, qui est le prix minimum en dessous duquel, moi, si je suis propriétaire et que je vends mon bien, je ne peux pas descendre. Donc là, j'imagine que le prix de réserve, lui, va être propre aux contraintes de chaque propriétaire, c'est-à-dire comment vous définissez, quelle est la méthodologie finalement pour définir ce prix de réserve lorsqu'on est propriétaire? Alors, le prix de réserve, en fait, est issu de 2 aspects. Le premier, c'est que quand on parle, en fait, de prix de valorisation, quand on parle de valeur du bien, en fait, on ne donne jamais un prix unique. Ça veut dire qu'un bien ne vaut pas 765 000 euros. En fait, il y a toujours une amplitude, une fourchette haute et une fourchette basse. Alors, la fourchette est plus ou moins large en fonction de l'intervalle de confiance qu'on peut avoir sur le marché, à savoir si le marché est très actif, eh bien l'intervalle de confiance peut être tout à fait réduit. Si en revanche l'intervalle s'il y a peu de ventes, eh bien on est sur un marché relativement peu défini, et donc dans ce cas-là, on est obligé d'avoir une intervalle, donc valorisation basse et valorisation haute, plus élargie. Et donc, le prix de réserve, par défaut, il correspond à la valorisation basse de cette amplitude. Après, ce prix de réserve, on peut aussi le faire monter ou descendre selon les attentes propres du propriétaire. Et donc, sur la base de ces 2 critères, ça permet d'aborder, dès le départ de la vente, un prix de réserve souhaité. Ok, c'est très clair. Donc le dernier point, c'est qu'il y a une différence finalement entre le prix net vendeur et le prix de vente, et le prix FAI, dû en fait aux frais d'agence que le propriétaire doit payer. Exactement. Très bien. Écoutez, en tout cas, cher invité, moi je vous remercie pour le temps que vous avez passé avec nous. On a été ravis de pouvoir vous éclairer sur ces différents sujets. Donc n'hésitez pas à nous contacter, soit par mail, soit par téléphone, pour avoir, si vous avez quelques questions que vous souhaitez aborder avec nous. Et surtout, vous pouvez retrouver du coup sur notre site internet nos vidéos thématiques, vous inscrire au prochain webinaire et assister à nos séminaires de formation. À savoir qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo qui va aborder le sujet des délais de la vente. À bientôt. Merci. À bientôt.